Voilà. Alors, Aude, tu n'oublies pas, on devrait être en ligne, de nous envoyer le lien et ce sera super. Attention, attention. Nous sommes en live sur Facebook. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureuse de vous retrouver avec Priscilla pour notre dernier webinaire avant l'été. On continuera, en tout cas, on espère, à parler de notre livre à la rentrée de vive voix, de visu, une fois le confinement, on l'espère, dépassé. On vous retrouve donc ce soir pour un webinaire autour de notre livre. Nous demandons, je suis très heureuse de vous... Attention, il y a un écho. Voilà. Pour notre livre Ensemble, nous demandons justice, on a fait un tour de France des violences environnementales. Ça fait déjà plusieurs webinaires qu'on fait pour vous présenter, soit chapitre par chapitre, soit plusieurs chapitres en même temps, les violences environnementales qu'on a recensées sur le territoire. On évoque dans notre livre la question de l'écocide qui a été dans les débats ces derniers jours du fait de la proposition formulée par la Convention citoyenne. Voilà, donc on est heureux de vous retrouver ce soir. On rappelle que pour toute question ou toute violence environnementale que vous aimeriez nous faire remonter, nous avons ouvert une adresse mail demandonsjustice@protonmail.com. Donc demandonsjustice@protonmail.com. Voilà, et si vous avez envie de partager le webinaire de ce soir sur vos propres pages Facebook, vous pouvez le faire en copiant-collant le lien de la vidéo devant laquelle vous êtes aujourd'hui et en la collant sur votre page. Je laisse donc à Priscilla le soin de vous présenter notre sujet de ce soir et nos invités qu'on est ravis d'accueillir. Bonsoir, merci Marie. Oui, alors effectivement, Marie a expliqué un petit peu l'idée du projet et on a fait plusieurs webinaires pour se focaliser sur les grandes thématiques du livre. Et en l'occurrence, ce soir, on reçoit Christine Bollert, et j'espère que je prononce bien, et Xavier Baudin, qui font partie d'un collectif qui s'appelle, c'est le collectif pour les alternatives au projet de l'A80, l'A480 à Grenoble, qui est l'une des 3 villes les plus polluées de France. Et on va voir avec eux pourquoi ils se sont engagés dans cette lutte, pourquoi nous, on a pris cette thématique, on s'est focalisé là-dessus parce que voilà, Grenoble, après Marseille et Paris, va voir un élargissement de son autoroute, et une autoroute qui se situe pas loin d'une école. Et c'est important d'expliquer que voilà, en tant que parents et en tant que militants, euh, ils sont parents mais ils sont aussi militants et ils sont soucieux de la préservation de l'environnement. Comment des parents en fait décident d'entrer dans un collectif, de créer ce collectif et ensuite de se battre, alors qu'en face, ce sont des collectivités, ce sont des organes publics et des sociétés privées. Donc, c'est pas évident. Et on veut leur donner la parole ce soir pour qu'ils puissent nous expliquer comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris et quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, on va commencer avec Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir, bonsoir à tous. La question que je vais vous poser à tous les deux, avant de passer la parole à Marie, ce sera de nous expliquer, vous deux, quel est votre parcours militant, pourquoi vous avez ce souci de la préservation de votre environnement direct et peut-être après plus large. Et si Xavier, tu veux bien commencer par répondre à cette question, et puis ensuite Christine. Ouais. Et moi j'ai un parcours militant qui était assez anecdotique jusqu'à présent, enfin pas mal de convictions et après des pratiques, on va dire individuelles, plus ou moins poussées pour aller vers une société où on prenne un peu plus soin de l'environnement des uns des autres. Et puis c'est vrai que ça a un peu basculé il y a 3 ans de ça, quand on a appris dans notre quartier à Grenoble que l'autoroute qui passe actuellement à quelques centaines de mètres de chez nous allait s'élargir. Donc elle est actuellement à 2 fois 2 voies et le projet c'est de la passer à 2 fois 3 voies. Voilà. Et c'est vrai que ça, pour ce qui me concerne, ça s'est produit à une époque où ma fille allait dans une crèche qui est elle-même, la crèche est à moins de 100 mètres de l'autoroute en fait. Et bon, c'est pas la seule infrastructure qui reçoit du public, hein, qui est proche. Hein. Il y a tout un tas de bureaux, d'associations, il y a une école, un gymnase, il y a du monde, il y a des quartiers aussi où il y a des gens qui vivent vraiment, mais à moins de 100 mètres de cette autoroute sur laquelle il y a quand même 100 000 à 150 000 véhicules qui circulent chaque jour. Donc c'est vrai que ça, venant de l'information est arrivée par la crèche pour ce qui me concerne, et c'est vrai que ça a fait un peu
tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe déjà? Bon, un peu surpris d'apprendre ça comme ça sur le coup. En réalité, c'est pas quelque chose qui s'est créé du jour au lendemain, mais bon, on pourra y revenir. Mais c'est vrai que l'information sur ces grands projets, enfin sur des projets d'infrastructure, elle ne circule pas forcément rapidement, quoi. Et bah voilà, rapidement, moi j'ai commencé à me renseigner. Il se trouve qu'à la crèche, il y a pas mal de gens qui ont été réactifs, qui m'ont donné des contacts. Et puis petit à petit, bah voilà, on a été quelques-uns à se mobiliser. Et D'accord. puis le mouvement s'est enclenché, on va dire. Merci. Merci, Xavier. Christine, comment toi, tu t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avant de se lancer dans la partie vraiment du collectif et des actions que Marie va voir avec vous, comment toi, comment tu te situes? Quel est ton Euh, parcours? Moi, j'ai juste été intéressée par une première réunion publique qui avait eu lieu au sujet de cette autoroute. J'y suis allée et finalement, c'était quasiment la seule réunion publique à laquelle les habitants aient été invités. C'était Et quand? quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas eu beaucoup de monde à la réunion publique et l'enquête publique était lancée et que, en gros, tout était sur les rails sans que vraiment les habitants aient leur mot à dire. Et donc, moi aussi, mes enfants sont scolarisés dans l'école qui est à quelques centaines de mètres de l'autoroute. Et c'est vrai que là, enfin, je me suis dit, c'est pas possible que ça se passe comme ça, à 2 pas de chez moi. C'est vrai qu'on entend parler de grands projets qui se déroulent de façon un peu inexorable, mais plus loin. Mais je me suis dit, là, je peux pas laisser passer ça si près de chez moi, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc, ouais, on parle bien du souci des parents et de voir à proximité de leur lieu de vie, de là où les enfants évoluent, on voit qu'il y aura encore plus de pollution qu'avant. Vous aviez conscience d'être les troisièmes sur le podium des villes les plus polluées ou pas? Bon, Ouais. ouais, on s'en rend facilement compte. Hein. Ouais, et puis c'est la réputation de Grenoble. Ouais, c'est vrai qu'on le voit bien de façon très pragmatique sur le balcon. Il y a une poussière noire qui se dépose très régulièrement. Et enfin, c'est toujours le balcon qui est du côté de l'autoroute, quoi. Il n'y a pas de mystère à ça. On le voit bien que il y a quand même une pollution ambiante qui est pas négligeable. Que les 100 000 véhicules par jour, ils laissent des traces, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez, vous, dans la ville, des discours des collectivités qui vous incitent à avoir des gestes qui tendent à moins polluer, alors qu'en face, on a un grand projet qui démontre, enfin, qui vous donne pas l'exemple, en fait? Vous avez cette communication-là qui vous culpabilise ou pas? Bah ouais, ouais. Enfin, culpabiliser, je sais pas, mais on est dans une collectivité, enfin une ville qui est gouvernée depuis du coup 6 ans par un maire écolo quand même. Ouais, on est dans une ville estampillée verte, et pourtant, c'est pas ce qui fait que les voitures sont vraiment écartées du centre-ville et des habitations, hein, loin de là. Ouais, ouais. D'accord. Ben, merci, je vais passer la parole à Marie pour rentrer dans le vif du sujet. Mais ouais, merci à vous. Je comprends que du coup, votre engagement est né de cette opposition au passage de l'autoroute à côté voilà, de vos enfants, de là où vos enfants vont à l'école. Comment est-ce que vous avez créé votre collectif? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est fondé? Et puis peut-être aussi ce que vous avez mené comme bataille? Je dis les premiers pas. Bah, Oui. les premiers pas, ils sont initiés, comme je disais tout à l'heure, par des prises de contact en fait par mail. Et en fait, il y a une partie des gens qui se mobilisent dans le collectif qui sont, on va dire, le tout citoyen que la cause voilà, émeut et donne envie de bouger. Et puis, il y a une partie des gens qui sont, on peut dire, des anciens de tout un tas de causes environnementales et sociales à Grenoble, euh,
Donc, je dis des anciens parce que voilà, c'est quand même des personnes qui ont une assez grande expérience. Et voilà, il se trouve que par le biais de voilà, une ville comme Grenoble, c'est quand même pas une très grande ville, donc on arrive rapidement à rentrer en contact avec des gens de ce calibre-là, on peut dire. Et ils ont rapidement permis d'enclencher un certain nombre de choses. Notamment, la première chose, ça a été la prise en main de l'enquête publique. Donc, il faut voir qu'un projet comme ça ne s'impose pas complètement. Et ça passe en général par le dépôt d'une demande de déclaration d'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique, c'est un document administratif, quoi. Et en général, ça s'accompagne d'un projet qui décrit l'infrastructure. Et en l'occurrence, pour la 480, c'est un document, enfin en fait c'est une quinzaine de documents qui font en tout 1500 pages, remplis de cartes, de schémas, de graphiques. Et il doit y avoir des milliers d'heures de temps de travail derrière pour concevoir un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une première étape de prise en main de ce document pour laquelle on a été pas mal aidé par des gens qui avaient de l'expérience sur des projets similaires. Par exemple, à Grenoble en 2009, il y avait eu un projet qui a été retoqué pour le coup, hein, mais qui avait pas mal fait parler de lui, de création d'un tunnel sous une colline là, qui arrive, qui vient border la ville. Donc, pour éviter de passer dans ou à côté de la ville, l'idée, c'était de créer un tunnel. Et à l'époque, voilà, il y avait toute une mobilisation assez forte qui s'était faite. Et les gens avaient montré que créer un tunnel comme ça allait juste faire un espèce d'aspirateur à trafic. Il y allait avoir encore plus de trafic. OK, ça allait désengorger certains endroits, mais ça risquait, dans tous les cas, d'inciter à prendre sa voiture, ce qui est la crainte majeure qu'on a pour ce qui nous concerne avec la 480, quoi. Donc la suite, voilà, peut-être des actions plus larges, en justice aussi. Ouais, après, rapidement, après la déclaration d'utilité publique, on s'est aussi, on en a parlé à la sortie de l'école entre parents, et il a été question de mener un recours en justice. Donc là, Xavier, c'est plutôt toi qui avais les contacts avec les personnes qui étaient plus au fait des moyens juridiques qu'on avait. Par contre, il fallait un peu des gens pour signer ce recours et pour porter l'affaire plus particulièrement. Et voilà, c'est là que moi je suis rentrée à ce moment-là dans le collectif pour prendre part à ce recours. Alors, tout à l'heure, quand on préparait un peu le webinaire, vous avez dit que c'était important de souligner que c'était les sociétés autoroutières et l'État qui souhaitaient étouffer les habitants, en l'occurrence vous et vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur à la fois ces sociétés autoroutières et le rôle de l'État dans cette initiative, dans ce projet? Il faut en revenir à la genèse du projet, puisque ce projet, c'est une vieille idée que les politiques locaux, certains politiques et puis surtout les industriels locaux ont. Mais l'occasion qui a fait le larron, c'était le plan de relance autoroutier qui a été signé par Emmanuel Macron quand il était ministre encore. Et donc ce plan de relance, l'idée c'était de signer un contrat avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour qu'elles engagent un certain montant de travaux globalement sur toute la France et en échange que l'État leur octroie des cadeaux, en gros des cadeaux fiscaux et puis des rallonges de concessions, puisque c'est quand même ce qui va leur permettre de faire des bénéfices, c'est d'avoir une très longue concession autoroutière. Donc là, on est sur 2036 pour la fin de la concession de la société Area en ce qui nous concerne. Donc ce plan de relance, il a été signé en 2015 et il est resté secret pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les citoyens n'ont pas eu en fait accès à quel était le cadeau en échange de tous ces travaux qui engageaient les sociétés autoroutières en France.
et le montant s'élevait à 3 milliards pour ce qui est des travaux. En fait, la Cour des comptes, l'année dernière, a estimé qu'en échange, les cadeaux représentaient 15 milliards. Donc, c'était tout bénef pour les sociétés autoroutières. Elles ont tout intérêt à ce que ce contrat soit respecté jusqu'au bout. Et du coup, c'est quoi le bon chiffre? Parce que vous en donnez deux. Non, c'est en fait les sociétés autoroutières s'engagent à dépenser 3 milliards en France sur les autoroutes. 15 milliards de contrepartie en cadeaux fiscaux. Voilà. Ouais, C'est un rapport plutôt de de 1 à 3. retour sur le fonctionnement, l'allongement des concessions, enfin de bénéfices, quoi, en fait, liés à leur activité, quoi. Et alors, parce que vous nous dites, ça a été secret pendant longtemps, comment vous avez obtenu ces chiffres? C'est par ce rapport de la Cour des comptes? Avant, il n'y avait rien? Alors, c'est plus exactement justement un Grenoblois qui s'appelle Raymond Avrier, qui est un citoyen qui s'est intéressé de près à ce qui se passait au niveau des autoroutes et qui a obtenu le document auprès de la justice, puisqu'il a mené une action en justice pour avoir le droit d'accès à ce document. Voilà. Okay. Donc, suite à ce plan de relance, il y a un contrat local qui a été fixé en 2016 et qui a donné les bases. Donc, l'État a confié à AREA le soin d'entreprendre, en gros à Grenoble, c'est 10% de ce plan de relance puisque c'est 380 millions de travaux sur 8 km d'autoroute. Donc c'est un montant qui est complètement démesuré. On comprend bien que en fait, l'objectif, c'est de dépenser cet argent puisqu'il fait partie de ce contrat miraculeux. Est-ce qu'il y a une utilité à cette autoroute? Alors, officiellement, l'objectif, c'est fiabiliser les temps de parcours. C'est-à-dire qu'il y a des trajets sur lesquels les automobilistes sont censés gagner 5, 10, 15 minutes pour traverser Grenoble. Ça, c'est l'objectif du projet officiel. Il faut voir que c'est un schéma qui est dans la tête de beaucoup d'aménageurs, de politiques et de décideurs, d'entrepreneurs, pour qui avoir une autoroute, avoir la possibilité de transiter facilement en voiture, que ce soit pour des artisans et tout ça, ou pour de la mobilité individuelle, c'est le gage d'une économie qui fonctionne, c'est un territoire qui prospère. Il y a vraiment ces schémas dans la tête des gens. Oui, la communication, c'était sur la création d'emplois que ces travaux allaient générer. Donc, il y a quelques centaines d'emplois pendant la durée des travaux qui étaient prévus. Et donc, la pilule, ils la font avaler en faisant croire, en se basant, enfin, en faisant croire. Nous, on pense que ce n'est pas vrai, leurs chiffres, mais l'avenir nous le dira, quoi. Ils basent le dossier de déclaration d'utilité publique sur des modélisations, des outils qui permettent de prévoir en gros quelle va être l'évolution du trafic routier en lien avec ce genre d'infrastructure. Et ils prévoient qu'il y ait une augmentation qui est seulement de 6%. Et pour eux, ils l'expliquent simplement par le fait que du coup, les gens, au lieu de circuler dans Grenoble ou dans les pourtours, les axes un peu adjacents à cette autoroute, eh ben, ils vont finalement se reporter sur l'autoroute, qui va être un axe qui, du coup, sera fluidifié. Parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est un axe qui est congestionné, pas en permanence, mais quasi, quoi. Au moins 3 ou 4 heures par jour, les gens avancent, sont collés, quoi. Il y a une congestion super forte. Donc, il y avait cet argument aussi qui était imparable, hein, parce qu'évidemment, personne n'a envie de cette congestion qui fait perdre du temps, donc de l'argent aux entreprises, qui en plus, les voitures stationnent et mettent encore plus de polluants dans l'atmosphère. Voilà. Nous, ce qu'on pense, et ce que nous ont dit pas mal de gens avec qui on est rentré en contact sur des aspects plus techniques, c'est que il va y avoir un effet d'aspirateur, quoi, hein, et que si on
Notamment, si on vend ce rêve aux gens qu'on peut continuer à utiliser sa voiture tous les jours, quotidiennement, pour aller habiter de plus en plus loin de Grenoble, grâce à voilà, une autoroute rénovée, augmentée, avec une voie supplémentaire où ça circulera parfaitement, il n'y a pas de raison que les gens passent au transport en commun ou aillent habiter moins loin. Donc, il va y avoir un appel d'air en fait faramineux qui, d'après les études qu'on peut consulter dans la littérature, même dans les... on s'est pas mal basé sur l'autorité environnementale, qui est une institution de l'État dépendante du ministère de la Transition écologique. Et cette autorité environnementale, elle a fait un peu un point sur tous les projets autoroutiers qu'elle avait évalués dans le passé, et c'est 20 à 30% de sous-estimation. En fait, en général, les concessionnaires autoroutiers, quand ils font ce genre de projet, qui vendent leurs projets, ils disent ouais, il y aura 5% d'augmentation. Et en réalité, c'est 25-30% d'augmentation. Parce que justement, oui, si on est dans un modèle de société où le tout voiture, pour l'instant, est encore assez dominant, même si on peut espérer que c'est en train de changer. Et du coup, favoriser les transports en voiture en élargissant une route, ça mène à de l'augmentation de trafic, mécaniquement. Alors, votre collectif, il s'appelle Collectif pour des alternatives au projet de la 480. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous prônez pour remplacer cette autoroute, notamment pour toutes les personnes dont vous parlez et qui l'utilisent déjà ou auraient envie de l'utiliser demain? Nous, c'est sûr que déjà, en se tenant à ce qui est dans le plan de déplacement urbain qui préconise de mettre en place de vrais modes de transport en commun efficaces et confortables sur l'agglomération, ça permettrait un bon report modal, c'est-à-dire que les personnes qui prennent actuellement la voiture utilisent les transports en commun ou se dispensent de faire certains trajets aussi qui ne sont pas nécessaires. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner là-dessus. Bien sûr, que ce soit par le télétravail ou même en consommant plus localement sur des commerces de proximité, sans utiliser en fait cet axe qui mène aux centres commerciaux qui le longent. Hein. Il y a de grands centres commerciaux d'un bout à l'autre en fait de cet axe routier. Voilà. Peut-être, ce qu'on peut rajouter, c'est que la mobilité dans une métropole comme la nôtre, qui n'est pas non plus une métropole énorme, hein, mais bon, il y a quand même 400-500 000 habitants qui sont concernés par cet axe. C'est une thématique qui est quand même extrêmement complexe, quoi. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, et notamment où sont les pôles d'activité, où sont les pôles de vie. Parmi les différentes choses, hein, rien que la mobilité liée au travail, c'est quelque chose de conséquent, quoi, hein, dans le flux. Par exemple, pour prendre le cas de l'autoroute qui est à côté de chez nous, voilà, je ne sais plus quelle est la proportion, mais il y a peut-être 50% des déplacements qui sont liés au travail, d'autres au loisir, et puis d'autres sur tout un tas d'autres éléments. Et du coup, il y a aussi une question d'aménagement du territoire. Enfin, où est-ce qu'on place les zones d'activité, où est-ce qu'on place les zones d'habitation, les zones de service. Quand on vend un territoire où tout se polarise autour de quelques grands lieux centraux où on va trouver tout à foison, et puis des lieux périphériques où on va habiter, mais où on ne peut pas consommer parce qu'il n'y a plus de boulangerie, parce qu'il n'y a plus personne, plus aucun commerce qui reste sur place, et mécaniquement, on arrive aussi à ce genre de situation, quoi, hein, où on crée en plus des situations de vie où on devient complètement dépendant de la voiture. Et voilà, ouais, Et l'élargissement de l'autoroute devient un argument de vente pour les promoteurs immobiliers dans ces zones qui sont éloignées des zones d'activité. Voilà. Il y a un autre levier qui est aussi le fait qu'il y ait très peu il y a beaucoup d'autosolisme, comme on dit, de gens qui se déplacent tout seuls en voiture.
Alors que donc on constate 1,04 personnes en moyenne sur les trajets domicile-travail sur cet axe-là. Donc c'est vraiment la norme de se déplacer tout seul en voiture. Et ça, c'est quand même un non-sens. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est que je parlais de la complexité de cette thématique, la mobilité, sans compter le fait que c'est un projet hyper ambitieux. Mais du coup, on s'est rapidement rendu compte aussi que nous, on n'était pas en mesure, en tant que simple citoyen, dont c'est pas notre travail, on a un temps limité à consacrer à tout ça. On s'est vite rendu compte que c'était difficile de proposer des alternatives. Enfin, le sujet, encore une fois, il est vraiment complexe et il y a plein d'éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, ce qu'il faut peut-être, c'est ce à quoi on lutte, c'est aussi une idée de dévoiturer un peu nos villes et nos vies, quoi, faire en sorte qu'on ne fasse plus dépendre notre quotidien de la voiture individuelle, quoi. Du coup, j'ai plusieurs questions. J'en ai une à poser de la part de Fanny qui pose une question sur les réseaux. Et ensuite, j'aurai des questions sur vos obstacles et sur ces fameux manques que vous avez, que ce soit en termes de compétences, parce que vous disiez c'est pas notre métier, on a dû se plonger là-dedans, etc. Alors la première question, c'est est-ce que par rapport aux alternatives, est-ce que vous considérez qu'à Grenoble, il y a suffisamment d'alternatives de transport qui pourraient vous dispenser que ce projet existe, ou est-ce que vous considérez qu'au lieu de mettre des sous là-dedans, il aurait fallu mettre des sous dans ces alternatives, et si oui, lesquelles? Oui, alors sur cet axe-là, on peut parler du ferroviaire, puisque c'est un axe qui est stratégique pour rentrer dans Grenoble en venant en gros de Lyon, quoi. Donc sur cet axe, cette vallée qui amène à Grenoble, il y a un projet en gros de RER, quoi. Mais qui va avancer tout doucement parce que c'est un énorme projet. En tout cas, c'est sûr qu'on peut considérer que les modes de transport sont en compétition, c'est-à-dire tout l'argent qu'on met dans le routier, c'est finalement, même si la source du financement n'est pas exactement la même, c'est finalement une attractivité qu'on perd sur les transports en commun. Donc, en effet, il y a un investissement qu'il faut faire sur, je pense, le ferroviaire. Après, on est aussi... on peut... faut pas cracher dans la soupe non plus. On est dans une métropole où il y a notamment un syndicat mixte qui gère les transports en commun qui s'est récemment étendu encore à des territoires plus larges que la simple métropole et qui est quand même assez actif. Après, c'est des entités publiques ou parapubliques qui ont des moyens qui sont limités, qui se financent en partie par des taxes prélevées sur l'activité des entreprises qui sont sur le territoire. Et voilà, je pense qu'il y a une volonté, il y a des acteurs qui ont la volonté de faire avancer les choses, mais comme le dit très bien Christine, quoi, quand on met une telle somme pour simplement fluidifier le trafic et continuer à faire fonctionner un mode de déplacement qui est quand même, on aura beau mettre peut-être 2 personnes dans les véhicules, ça reste quelque chose de faramineux en termes de gaspillage énergétique. Ce projet, voilà, il va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire et c'est de l'argent qui n'est pas investi pour favoriser tout le reste, le train, les bus. Et donc, est-ce qu'à côté de ça, vous avez, vous, en tant que collectif, vous êtes rapproché des autres collectifs? Parce qu'il y a un collectif qui prône la gratuité des transports pour inciter les gens à aller vers le transport. Il y a l'association La Frapna, la fédération du Rhône-Alpes, qui a plutôt agi sur le juridique, qui a posé des recours, mais qui a été rejeté. Un recours qui a été rejeté immédiatement. Ils en ont refait un deuxième parce qu'il
il n'y avait pas les autorisations nécessaires pour défricher parce que les travaux ont commencé. Enfin, en tout cas, le défrichement avait commencé. Est-ce que vous vous êtes rapproché de tous ces collectifs pour être plus fort, on va dire, ou est-ce que chacun reste un peu dans son domaine et se mobilise, par exemple, sur les actions de terrain, parce qu'il y a des personnes qui sont allées aussi sensibiliser les parents devant les écoles. Est-ce que toutes ces luttes se rejoignent ou est-ce que vous êtes chacun de votre côté? Alors, il se trouve que l'année dernière, enfin fin 2018, il y a eu les marches pour le climat qui ont favorisé ces croisements aussi et justement ces discussions, puisqu'on on a essayé d'être visible à Grenoble à ces occasions-là. Et puis, c'était un moyen aussi de discuter à la sortie de l'école de ces luttes et de ce qui se passait. Parce que finalement, comme je le disais au début, la communication à destination du grand public, elle a été minime. C'est-à-dire qu'ils ont placardé des affiches pour l'enquête publique selon ce qui était légal. Mais le but, c'est de ne pas faire de vagues sur ce type de projet. Et donc, il y a énormément d'habitants, de parents d'élèves, mais alors sans parler des habitants des quartiers limitrophes, qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Et avant que les travaux démarrent, c'était vraiment très, très rare de rencontrer quelqu'un qui était au courant du projet. D'accord. Vous avez une page ou un site qui est tenté d'informer les gens ou pas? Oui, alors on l'a lancé assez rapidement, c'est a480.org. Et donc sur ce site, on trouve tous les détails sur notre lutte sur le projet et puis sur nos actions. Ouais. Par rapport, là c'est le volet terrain, mais par rapport aux actions en justice, vous avez fait 2 référés. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, sur quel objet portaient ces référés et ils ont été rejetés, il me semble. À côté de ça, est-ce que vous avez fait appel à d'autres élus? Est-ce que vous avez eu des soutiens en fait de la classe politique? Oui, on a essayé de rencontrer les élus. On les a rencontrés. Dans le cadre du collectif, on a rencontré la mairie de Grenoble, le maire, et on a rencontré aussi le responsable du syndicat des mobilités, le syndicat mixte des mobilités. On a aussi rencontré des conseillers départementaux, des conseillers municipaux. Pour essayer aussi de comprendre les enjeux, parce que finalement, c'est très instructif de mettre le doigt dans ce type de problématique, mais c'est vraiment hyper complexe de comprendre comment on en arrive là et qui tire d'un côté ou de l'autre, qui essaye vraiment de faire bouger les choses et finalement d'améliorer le projet une fois qu'il est lancé dans le cadre donc de certaines conventions, etc. Donc c'est des contacts qu'on a eus qui nous ont aussi aidés à mieux comprendre et agir de façon plus pertinente. Alors, on n'en a pas tiré tout ce qu'on en a voulu, hein, puisque on a essayé aussi de faire comprendre nos exigences et ce qu'on attendait mais bon, sans tous les résultats escomptés. En parlant d'exigences, du coup, si on fait la photo à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez obtenu? Si vous avez obtenu des choses, où en est le projet aujourd'hui? Et en fait, qu'est-ce que vous attendiez exactement? Que ce soit annulé ou que ce soit repensé, que ce soit... c'était quoi exactement la demande, la plus grosse revendication, ce que vous avez obtenu et où vous allez aujourd'hui? Alors, le recours, il demande l'annulation du projet. En se basant essentiellement sur la non-consultation de la population, sur le fait que la concertation qui est à l'origine de ce projet est trop ancienne et le projet a trop évolué
depuis les réunions de concertation en fait, qui ont eu lieu en 2012. Donc, beaucoup de choses ont changé, même la maîtrise d'ouvrage a changé. AREA n'était pas de la partie. Donc, entre 2012 et aujourd'hui, ils ont pensé le projet, mais ils n'ont pas averti la population des changements. Ils voilà. ont pas fait de Il n'y a eu consultation. aucune concertation. Il n'y a eu aucune concertation entre 2012 et le démarrage des travaux. Donc, c'est essentiellement ce point-là sur ce point-là que portait notre cours, que porte actuellement notre cours, puisqu'il est encore en cours, hein, le recours en justice, au fond. Par contre, à partir de ce recours, donc vous en parliez tout à l'heure, on a posé 2 référés, dont un donc sur la non-consultation du syndicat mixte des mobilités, le syndicat SMTC à l'époque. Donc, ça a été rejeté. Et donc, le recours, il est encore actif. Donc, nous, on demande toujours que cette décision de justice soit rendue et fasse aussi un préalable, fasse jurisprudence pour d'autres projets, puisque, comme je le disais, ce projet, il fait partie de tout un ensemble de projets qui composent le plan de relance autoroutier. Donc, il y a beaucoup de projets similaires en France qui sont en train de sortir de terre et sur lequel une décision de justice favorable pourrait aider la contestation. Xavier, ça a été compliqué de préparer ces recours, ces référés. Vous avez eu de l'aide au niveau de tout ce qui porte sur le juridique? Oui, heureusement, comme le disait Xavier, il y a des personnes qui ont eu l'occasion de lutter contre d'autres aménagements dans les années 80 et même on parlait des centrales nucléaires donc dans les années 70. En tout cas, c'est des personnes qui ont une bonne expérience du droit et des droits des citoyens. On avait le soutien aussi de 2 avocats qui bénévolement appuyaient et sont venus en fait plaider lors des audiences qu'on a eues, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Pour revenir à peut-être à un point que tu évoquais tout à l'heure, enfin, à Grenoble, on a eu des connexions quand même avec, notamment à travers de la Marche Climat, comme disait Christine, des connexions avec d'autres collectifs ou associations comme Alternatiba, la Frapna. Avec certains, c'est allé. Il y a vraiment des gens qui se sont engagés dans notre lutte, on va dire, tout en restant quelque part, enfin voilà, liés à que ce soit Alternatiba ou le mouvement NVCOP 21, ce genre de choses. Et donc, il y a eu quand même, c'est quand même le gros projet de la place grenobloise actuellement. C'est le plus gros investissement qui a été réalisé, je pense, ces 30 dernières années de cet ordre-là. Et donc, il y a eu quand même pas mal de mobilisation, ce qui était agréable à ressentir, quoi. Après, un point qu'on peut évoquer, c'est le fait que finalement, le monde militant dans une ville comme Grenoble, c'est pas. Voilà, je peux pas dire que là, ça fait 3 ans qu'on est dans ce milieu-là, on ne connaît pas tout, hein, loin de là, hein, mais c'est pas non plus des milliers de personnes qui sont prêtes à passer des dizaines de soirées chaque année à écrire des choses ou à imaginer des formes d'action. Voilà, c'est quand même un milieu. Ni à monter une ZAD sur le chantier. Hein. C'est un milieu assez réduit en nombre de personnes. Hein. Je pense que c'est un constat qui doit se partager à plein d'endroits. C'est beaucoup d'investissement personnel, de l'énergie, du temps, de la disponibilité. Oui, ouais, voilà. Et ça fait des gens qui sont souvent sur plusieurs luttes aussi. Hein. Par exemple, les gens du collectif pour la gratuité des transports en commun, effectivement, c'est un collectif qui est très en place à Grenoble et bon, qui a d'autres équivalents dans d'autres villes. Hein. Et des gens qui font un travail énormissime avec qui on aurait sans doute pu faire beaucoup de choses. Mais voilà, le temps manque de leur côté, de notre côté. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais il y a un manque de temps et de ressources, quoi.
Pour répondre à ta question, Priscilla, tout à l'heure sur ce qu'on a obtenu, alors bien sûr, on peut dire qu'on n'a pas obtenu grand-chose puisque le chantier continue. Il y a quand même un certain nombre d'aménagements. Alors, il a été question de la vitesse autorisée sur cette partie urbaine de l'autoroute. Et finalement, je pense que suite aux discussions avec les politiques, on a quand même une part de responsabilité dans l'obtention de cette limitation à 70 km/h finalement sur toute la partie urbaine qui nous paraissait vraiment un préalable. Pardon ? Combien avant ? C'est limité à Avant, c'était au moins 90. Et le problème, c'est que c'est conçu pour du 90, ce qui explique qu'on élargit. Donc, c'est un peu un pis-aller. C'est un peu dommage d'avoir dépensé 300 millions pour élargir, pour faire passer des voitures à 90, ce qui implique voilà, de couper des arbres, de faire un chantier pharaonique, alors qu'on va les limiter à rouler à 70, même si c'est très bien de rouler qu'à 70, ça émet moins d'émissions de polluants, donc c'est très bien. Mais ça a un goût un peu amer, quoi, comme petite victoire, moi, je trouve. Hein. Mais bon, voilà, effectivement, c'est une concession qu'on a réussi à obtenir. Il y a Marie qui a des questions pour vous. Ouais. Ouais, moi je vous entends dire que vous avez rencontré la ville, je crois la métropole aussi. Je sais pas, je vous avais demandé d'autres acteurs, mais vous disiez c'est un projet de l'État, notamment d'Emmanuel Macron, des sociétés autoroutières qui s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, on a par exemple appris que le projet d'autoroute à Benac en Dordogne, qui allait détruire voilà, beaucoup de biodiversité, était définitivement abandonné. Donc ça donne aussi espoir que d'autres puissent l'être. Mais est-ce que les sociétés autoroutières, est-ce que l'État vous a répondu? Et je crois qu'il y a la région aussi dans cette affaire qui est là, qui finance, qui pousse. Est-ce que tous ces acteurs-là, ils ont répondu? Est-ce qu'ils ont échangé avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Non, on ne peut pas dire qu'on a eu des échanges. Non, l'État, lui, se garde bien de répondre. Hein. Quelque part, On a eu beau interpeller le préfet, même physiquement, mais il se garde bien, ouais, comme dit Xavier, d'avoir une interaction avec nous. Et les sociétés autoroutières se retranchent derrière l'État puisqu'elles sont mandatées par l'État pour agir. Donc, elles se cantonnent à réaliser ce qui leur est demandé de réaliser. Alors, quand vous dites que vous avez interpellé physiquement le préfet, vous avez fait des manifs devant la préfecture, comment vous avez fait? Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Oui. Vous avez en fait, vous avez à peu près essayé tous. Vous êtes en fait construit. Vous avez créé votre collectif tout en apprenant, tout en se connectant avec les gens, tout en diversifiant les formes d'action, terrain, sensibilisation, info, interpeller les élus, aller en justice. Enfin, vous avez fait tout ce qu'un collectif déjà expérimenté fait habituellement, quoi. Oui. Alors, bien sûr, dès qu'il y avait une réunion organisée qui avait trait avec ces chantiers, une réunion publique, on était présent pour poser les questions qui fâchent, pour aussi interpeller les habitants qui venaient se renseigner. Et en général, dans ces réunions publiques, effectivement, il y a un certain nombre d'élus et d'officiels. C'est aussi auprès de la Chambre de commerce qui a été très active pour la promotion de ce projet depuis l'enquête publique. Donc, on a manifesté devant la CCI, on a manifesté devant la préfecture. Il y a même eu une vélorution qui a été organisée grâce à XR sur l'autoroute. On a essayé d'être le plus présent aussi lors des marches climat, puisque là aussi, les élus ne se privaient pas de défiler
avec la population. Et c'est systémique ce que vous soulignez, parce que ce qu'on a soulevé dans l'affaire du siècle, donc le plan d'inaction climatique contre l'État, c'était notamment que pendant les 15 années pour lesquelles on avait des chiffres, d'avant le lancement de l'affaire du siècle, il y avait eu 275 milliards d'euros dépensés par l'État en investissement dans les autoroutes et 78 milliards seulement dans le train. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'il faudrait pour permettre voilà, une mobilité qui nuise moins aux riverains et notamment aux enfants, et puis une mobilité qui met effectivement plein d'argent dans la poche des sociétés autoroutières. Je crois que c'est assez structurel. Alors moi, ce que j'ai compris, juste parce que vous avez parlé de la limitation, j'ai compris qu'il y aurait du covoiturage sur cette autoroute, mais je suis pas bien sûre, si vous pouvez nous dire un peu. Ça, c'est l'embrouille majeure dès le début. Il se trouve qu'il y a deux axes. Il y a une autoroute qui provient de Lyon, qui s'appelle l'A48, et qui se divise ensuite en deux branches. Une branche qui rentre dans le centre de Grenoble puis qui s'arrête là, et une autre qui longe Grenoble, et cette branche s'appelle A480. Et donc, il y a eu depuis le début une confusion sur A48, A480. L'A48, donc c'est une autoroute sur laquelle il y a déjà de manière expérimentale, mais qui dure depuis plus de 10 ans, une voie réservée aux bus, donc il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, visiblement, puisqu'il s'est maintenu. Et donc, depuis le début, dans les discours des politiques, y compris de l'équipe municipale à Grenoble, qui est une équipe écolo, il y a eu un peu… on ne sait pas toujours si c'est une erreur volontaire. Enfin, ils conservent une espèce d'ambiguïté sur le fait qu'ils arrivent à obtenir des concessions de la part des porteurs du projet, du style, on va obtenir une voie de covoiturage sur la 48 et pas la 480. Et même encore récemment, il y a dans le programme électoral d'Éric Piolle, qui est passé du coup hier, il y avait cette ambiguïté qui n'était toujours pas levée. Enfin, il y a quelque chose d'un peu… Aria, c'est ceux qui ont l'autoroute A88 aussi? C'est les mêmes? Je sais pas. Vous ne savez pas? D'accord, pardon. Une question, moi, par rapport à ce contrat passé ce contrat avec les petites clauses secrètes là, entre Emmanuel Macron et Ségolène Royal qu'ils ont passé en 2015. C'était en réponse au gel qui avait été fait des tarifs autoroutiers lorsque justement ils avaient augmenté très fortement, et ça avait été dénoncé par les organes, les autorités qui surveillent un peu tout ça. Et sur 4 ans, entre 2015 et 4 ans après 2015, les concessionnaires étaient censés récupérer cette somme qui avait été gelée. Donc en fait, on nous faisait croire qu'on réduisait les tarifs, mais en fin de compte, on nous a récupéré sur 4 ans. Ma question par rapport à l'élargissement de la 480, c'est est-ce que par rapport à cet élargissement, on prévoit d'augmenter les tarifs des péages qui sont avoisinants ou pas, et si oui, est-ce que vous avez des chiffres ou pas? Alors, ces tarifs, ils augmentent de façon continuelle. Je pense qu'en effet, le péage avoisinant, c'est celui de Vorep. C'est celui sur lequel, lors de la dernière augmentation de péage, il y avait la plus grosse augmentation dans le département. Mais je n'ai pas d'autres informations par rapport à ce qui est prévu, sûrement pas. Mais ouais, c'est… Mais en effet, de toute façon, même si la portion qui est en travaux est gratuite, et elle est hors de la section péage, l'idée, c'est bien d'élargir derrière le péage pour qu'il y ait plus de trafic au péage. Ok. Et de récupérer par peut-être des augmentations qui vont arriver derrière. Ouais. On a une petite crainte aussi, c'est que ce tronçon-là de cette autoroute qui est finalement assez réduit, quoi. Pourquoi se casser la tête autant pour ces 8 km d'autoroute? Bon, certes, ensuite, ça va vers Chambéry, mais ça va aussi vers le sud des Alpes, avec une autoroute qui s'appelle l'A51 et qui est actuellement une autoroute pas finie, en fait, qui voudrait relier, en gros, Marseille à Grenoble, en passant par les montagnes, des paysages magnifiques pour ceux qui connaissent, quoi. Et cette autoroute, ça fait
plusieurs dizaines d'années, cette A51, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle avance par petits tronçons. Actuellement, elle s'arrête, mais presque au milieu de la nature, quoi. Et elle reprend beaucoup plus au sud en se reconnectant à la vallée de la Durance. Donc, probablement, il y a quand même des arrière-pensées chez certains hommes politiques ou dans AREA de le jackpot que ça représenterait, quoi, d'avoir une nouvelle voie du Rhône, vallée du Rhône bis qui passerait par Grenoble. Effectivement, si on a une vallée du Rhône bis, il faut une 2 fois 3 voies, quoi. On ne peut pas se contenter de... Sachant que la vallée du Rhône est confiée à Vinci, AREA, comme ça, aurait la parallèle, quoi. D'accord. Marie? Non, mais moi, AREA, c'est une filiale d'autoroute Paris-Rhône, qui est lui-même une filiale d'Eiffage. Et je suis pas mal ce qui se passe à La Réunion, et c'est pareil, Eiffage était l'une des sociétés routières qui voulait à tout prix, et c'est pareil, il y a un rocambolesque roman judiciaire pour construire ce qu'on appelle la nouvelle route du littoral au large de La Réunion, qui allait prendre, alors là c'est à moitié arrêté, donc on espère que ça va l'être complètement, mais des pierres dans les carrières, donc en creusant dans l'île, en détruisant ce qui restait aussi d'espaces naturels à côté des habitations, ou alors d'aller puiser dans les andins sur les volcans, ce qui provoquait des glissements de terrain, voilà, potentiellement des ensevelissements de personnes. Voilà, enfin, on est vraiment toujours avec les mêmes usual suspects, ces énormes boîtes qui effectivement détruisent partout, voilà, partout ce qui se passe. Et par ailleurs, Eiffage est aussi l'une des entreprises les moins bien notées en matière de prise en compte du climat. C'est l'une des boîtes du CAC 40 les moins bien notées dans leur prise en compte du climat. Donc voilà, enfin, je voulais juste soulever ça aussi pour dire que tout ça n'est pas anodin et qu'effectivement, on voit bien, même si la France dit qu'elle arrête de subventionner les énergies fossiles et d'aider ceux qui détruisent le climat, on voit bien que ça continue de manière soit directe, soit indirecte, un peu planquée comme ça, mais qu'on est toujours dans cette dynamique-là et avec des énormes projets qu'il est très, très difficile de combattre. Donc, aussi mes remerciements et mes félicitations pour le combat que vous menez de David contre Goliath. Oui, on arrive au bout, on ne va pas tarder à clôturer. On va juste vous poser une dernière question, c'est de savoir quel message vous avez envie de faire passer aux gens autour de vous qui seraient dans la même situation ou qui peut-être auraient des conseils peut-être à recevoir ou si vous avez une alerte aussi. Et est-ce que vous attendez de l'aide? Si oui, quel type d'aide? C'est le moment de faire passer vos messages. Moi, je pense que c'est en effet une lutte qui est pas évidente et qui paraît quand même pas gagnée d'avance. Mais je trouve qu'elle a été en tout cas très instructive tout au long de ce parcours, que ce soit pour comprendre comment la démocratie fonctionne, comment on arrive à certaines décisions, ou plutôt comment on arrive à des absences de décisions démocratiques. Je pense que pour moi, ça a vraiment été l'enseignement. Voilà, un message à faire passer, c'est en effet qu'il y a tout à gagner de fédérer des luttes et essayer de comprendre comment se passent certaines actions, comment on peut tirer des enseignements de l'action d'autres collectifs. Et en effet, c'est une idée qu'on avait et récemment lors de l'appel du 17 juin où on a eu encore une action, une Vélorution sur Grenoble. C'était vraiment l'idée. Alors là, c'était un sujet un petit peu différent, d'autres sujets assez différents, mais toujours sur l'agglomération grenobloise.
dont on a pu se rapprocher et essayer de mieux connaître, quoi. Bah, il faut amplifier les luttes, quoi. Mon message, ce serait ça. Enfin, il faut pas hésiter à se mobiliser. Voilà, il y a quand même des urgences un peu partout, des questions des raisons pour se mobiliser, ça manque pas. Et voilà, c'est quand même c'est fatigant, c'est de faire voilà, de passer du temps à ça. C'est peut-être moins gratifiant que d'aller à Grenoble. On va beaucoup randonner en montagne, tout ça le week-end, mais bon, malgré tout, ça reste quand même voilà, une manière d'agir, je trouve, qui est super, super enrichissante, quoi. Et puis on se bat aussi, bah, voilà, nous, c'est parti de nos enfants, et puis on en est tous un peu là, quoi. On se bat pour un avenir qu'on espère vivable, et voilà, faut se mobiliser, il faut qu'on soit plus nombreux à bouger pour toutes les luttes qui le méritent, quoi. Parce qu'on est vraiment entendu, je pense, par les élus. Enfin, c'est un sentiment que j'ai eu en discutant. Alors, c'est l'occasion, en passant par un collectif, d'être vraiment écouté et d'avoir quand même son mot à dire, même si les élus semblent assez impuissants. On a quand même son mot à dire et c'est l'occasion de le faire par ce biais-là, quoi. Mince. Ah, on t'entend pas, Priscilla. Ouais, c'est mieux avec le son, effectivement. Oui, effectivement, ça donne des pistes. Et c'est le but aussi du livre, c'est de donner des pistes et de montrer aussi quelles formes peuvent prendre les luttes. Et on voit bien tout le cheminement que vous avez eu. Et c'est important que les gens se rendent compte de ce dans quoi ils vont mettre les pieds. Mais c'est important de se rendre compte qu'effectivement, c'est le collectif qui donne ça, en fait. Qui donne toutes ces avancées, même en montée en compétences, en constat de ce qui ne va pas autour. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément sues quand on est habitant d'une ville. Et c'est important que les gens se rendent compte de ça. Donc, si jamais vous avez envie d'entrer en contact avec Xavier et Christine pour avoir des conseils ou autre chose, en tout cas, vous pouvez passer par demandonsjustice@protonmail.com. Avec Marie, on pourra relayer. Et c'était notre dernier webinaire. Aujourd'hui, on en a fait 7 sur les différentes thématiques du livre. On vous invite à les regarder en replay, on va dire, si vous voulez aller un peu vous imprégner de ce que les autres ont fait et si ça peut vous servir. Et en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience, votre lutte. Et je vais repasser la parole à Marie, puis ensuite, on va se quitter. Merci. Oui, merci Xavier, merci Christine d'avoir été là avec nous. Effectivement, c'était notre dernier webinaire, mais du coup, vous avez une place de choix. Il y a les premiers et les derniers. Les derniers, c'est vous. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres d'autres initiatives, d'autres pétitions, vous pouvez aussi nous les transmettre. On les mettra sur la page de notre événement et puis potentiellement, on pourra aussi les rediffuser de notre côté. Donc, encore merci à vous. Merci à toutes et tous aussi ceux qui nous ont regardés ce soir. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager. Et comme Priscilla l'a indiqué, contactez-nous si vous voulez avoir soit des conseils, soit des propositions d'aide pour Christine et Xavier et leur collectif. Donc là-dessus, on vous dit au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne soirée.